On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Sarah a grandi dans la peur d'un père violent. Marquée par ces années de terreur, elle parvient tant bien que mal à se reconstruire et finit par quitter la maison familiale. Tout au long de sa vie, des phénomènes inexpliqués surviennent, mais elle ne se sent jamais vraiment menacée, mais plutôt protégée. Pour comprendre pleinement son histoire, il est important de connaître toutes les horreurs que son père lui a fait subir. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans toute la première partie de cet épisode. Cette histoire s'intitule Mon père, ce démon. En fait, très vite, j'ai compris que mon père, c'était un sadique. Je pense que j'en ai jamais parlé, mais j'ai l'impression que j'ai toujours vu clair dans son jeu que pour moi, mon père, c'était pas mon père, c'était un démon. Je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans. Je suis d'origine camerounaise, mais je suis née en France. Mes parents sont en France depuis à peu près 50 ans. Et quand j'avais 4 ans, ils ont acheté une maison qu'ils ont fait construire. C'est là que j'ai grandi toute ma vie. J'ai une grande sœur et 2 grands frères, mais on a 10 ans d'écart. Donc mes frères et sœurs sont nés dans les années 70 et moi je suis née dans les années 80. Souvent on dit oui, la petite dernière c'est la plus choyée. C'est pas le cas dans toutes les familles parce que j'ai une histoire qui est un peu compliquée. Vers mes 5-6 ans, donc c'est là que j'ai découvert le vrai visage de mon père qui a commencé à me battre. Sachant qu'il battait déjà mes frères et sœurs, mon père était très violent. Avant, il frappait ma mère, avant que ma sœur et mes frères soient en âge d'être battus, entre guillemets. Mes parents ont 13 ans d'écart. Mon père est parti la chercher dans un village, il avait 30 ans, elle en avait 17. Donc ma mère, c'est pas quelqu'un qui a eu le choix dans sa vie. Et ça, c'est hyper important parce que on peut se demander mais où est la place de la maman dans tout ça, etc. Ma mère vivait dans une terreur absolue et aussi dans une soumission totale parce que mon père faisait croire qu'il était au courant de tout. C'est quelqu'un qui pouvait passer des heures à hurler dans la maison. Et il faut savoir aussi que mes parents parlaient un dialecte qui s'appelle le bassa. Il a toujours refusé qu'on l'apprenne. Donc, ce qui fait qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et même quand on tendait l'oreille pour essayer de comprendre 2-3 choses, il nous disait très vite arrête d'écouter, pourquoi t'écoutes ce qu'on dit, de toute façon tu comprends pas. Donc il y a toujours eu cette barrière et cette espèce de flou sur ce qu'il pouvait lui dire. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup dans la journée, c'était de l'alcool tout le temps et je me prenais les effluves de vin rouge tout le temps qui venaient, je les sentais comme les particules qui se mettaient sur mon visage comme ça. Et depuis, j'ai toujours eu une aversion du vin rouge. Donc j'ai grandi comme ça, dans de la violence, et j'ai aussi grandi en étant séquestrée. En fait, on avait le droit de rien faire en dehors de la maison. Quand on sortait de l'école, fallait rentrer tout de suite derrière, on n'avait pas le droit de sortir. Je devais être la seule enfant à être triste quand il y avait les vacances scolaires, parce que c'était 2 mois à être enfermée à la maison, et surtout quand j'étais vraiment petite, c'était vraiment enfermé avec les volets fermés, la porte fermée à clé, on n'avait pas les clés, on n'avait rien. Et comme mes frères et sœurs étaient plus grands, à un moment donné, eux, ils ont eu le droit d'avoir des clés. Mon père, il travaillait et les seuls moments où il était pas là, c'était les moments où on pouvait respirer. Donc il partait vers 6h du matin, il rentrait vers 17h, 17h30.
On avait appris à reconnaître le moteur de sa voiture quand il arrivait en haut de la rue. Et là, fallait tout éteindre, fallait tout ranger, fallait se planquer dans la chambre et ne plus faire de bruit. On avait le droit de regarder la télé, le matin, le Club Dorothée. On avait même une petite télé à l'étage en noir et blanc. Mes frères ont même eu des jeux vidéo, etc. Et puis, est arrivé un moment où la télé a été interdite. Vers l'époque où j'étais au collège, ils cachaient la télécommande. Et en fait, mes frères finissaient par la retrouver. Donc, moi, je le voyais presque comme un jeu à ce moment-là, parce que mes frères trouvaient la cachette et puis ils me passaient le tuyau pour que je puisse regarder la télé le mercredi après-midi, que je m'ennuie pas toute seule, en fait. Et en fait, quand mon père s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à regarder la télé, il s'est mis à débrancher les prises derrière. Et pareil, mes frères m'expliquaient comment remettre le fil derrière et le débrancher. Comme mon père rentrait toujours à la même heure, je savais quand est-ce qu'il fallait que j'arrête de regarder la télé et tout ça. Sauf que il a continué de s'en rendre compte parce qu'en fait, il rentrait et il tâtait la télé pour voir si elle était chaude. Donc après, il a fallu éteindre la télé plus tôt pour lui laisser le temps de se refroidir. Mais même comme ça, des fois, on se faisait quand même engueuler, genre. Mais lui, il n'arrivait pas à comprendre comment on faisait. Mes parents ont eu des grosses galères financières quand on était plus jeunes. Et donc, il y avait un truc qu'un ami électricien lui avait expliqué pour payer moins d'électricité. Alors, c'est un truc qui s'appelle EJP. Les jours les plus froids d'hiver, ça coupait l'électricité à certains endroits, notamment dans nos chambres, nous les enfants. Ce qui fait que l'hiver, quand on était petit, c'est pas l'hiver qu'on avait aujourd'hui. Nous, c'était des moins quelque chose, moins 10 degrés, c'était facile. On dormait avec des manteaux et tout ça en grelottant, quoi. C'est vraiment, on dormait emmitouflé et en fait, ça se coupait de 7h à 1h du matin. Ça faisait un gros tac et on avait un bouton rouge, etc. Et ça a été une forme d'emprise aussi et de terreur tous les hivers parce qu'il y avait une vingtaine de jours comme ça où il y avait plus d'électricité et là on n'avait pas de chauffage, pas de lumière. Si, on avait la lumière du plafond, mais on n'avait aucune prise électrique qui fonctionnait, pas de chauffage, donc on était dans le froid total. Quel genre de père aimant couperait le chauffage et l'électricité dans la chambre de ses enfants les jours les plus froids de l'hiver? Personne fait ça. En fait, arrivé à 18 ans, c'était l'âge où il tapait plus. Donc ma sœur, quand elle a passé ses 18 ans, elle a arrêté ses études, elle s'est mise à travailler. Si elle gagnait de l'argent, il fallait qu'elle participe à la maison. Mais quand ma sœur a eu des problèmes d'argent, il lui a interdit d'utiliser l'électricité. Donc quand elle rentrait, que moi j'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs ou quoi, je devais éteindre la lumière. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir accès à la lumière, elle n'avait pas le droit de se laver. Donc pendant un temps, j'ai su plus tard qu'elle s'était lavée soit à son travail, soit au bain public. Et un matin, elle est partie. Elle m'a dit au revoir, elle m'a dit je me pars et elle est partie. Elle a disparu pendant 4 ans, sans donner de nouvelles, rien. Quand ma sœur est partie, j'ai perdu un peu ce pilier féminin, on va dire. Mon grand frère, je m'entendais bien avec lui. Lui, très tôt, il s'est imposé face à mon père parce qu'il est devenu costaud très vite. Et un jour, il a pris le bâton, il lui a dit « Tu veux que je te frappe, moi aussi ?» Et à partir de là, mon père a pu essayer de le frapper, sachant qu'il vivait en internat la moitié du temps. Mon autre frère et moi, quand on était plus jeunes, on s'entendait pas du tout. Et souvent, on me l'expliquait parce que avant c'était lui le dernier et que 10 ans après, je suis arrivée et que ça avait peut-être suscité de la jalousie. Mon père, quand il nous frappait, donc c'était à coups de bâton et sur les mains. Et j'ai su beaucoup plus tard que quand mes frères étaient petits et qu'ils allaient à l'école, ils avaient tellement les mains cabossées qu'ils n'arrivaient plus à tenir leur stylo. Et que du coup, il y a eu un signalement. Enfin, la DAS, à l'époque, avait fait une enquête. Et ils avaient déterminé que mon frère avait droit à une famille d'accueil. Donc, il a eu une famille d'accueil à temps partiel qu'il voit toujours aujourd'hui. Il a grandi avec eux quasiment. Et j'ai su encore plus récemment qu'ils avaient fait une enquête pour savoir si je devais rester dans la famille. Et ils ont déterminé que comme je m'entendais bien avec ma mère, que je pouvais rester. Tous les voisins savaient ce qui se passait à la maison. Tous, ils nous entendaient crier. En plus, lui, il était infect avec tous les voisins et les enfants des voisins aussi. Donc, tout le monde savait ce qui se passait. Et tu sais, quand tu vis comme ça et que t'as pas d'autres exemples, parce que évidemment, t'as pas de pyjama party chez les copains, d'anniversaire ou de choses comme ça. Donc, j'ai mis du temps à comprendre que ce que je vivais, c'était pas normal à la maison. C'est vers le collège que ça s'est décanté. Et un jour, j'ai eu une altercation à l'école et je me suis effondrée et j'ai dit à la CPE ce qui se passait à la maison.
Elle a eu la bonne idée d'appeler à la maison et de laisser un message. Et quand mon père a eu le message, la première réaction, ça a été de me frapper. Et quand il est parti chercher ma mère au travail, parce qu'à ce moment-là, ma mère avait repris une activité, elle a repris une activité pro vers mes 10 ans. Donc il part la chercher au travail et là, je prends un sac, je prends des médicaments, parce que très tôt, j'ai eu l'idée d'en finir aussi. Vers mes 8 ans, j'avais vu ça à la télé, quelqu'un qui prenait de l'alcool et des médicaments et qui mourait. Et pendant longtemps, j'ai caché un verre de whisky sous le lit. Et comme mes parents avaient plein de médicaments, je m'étais dit, le jour où j'en ai marre, je prendrai plein de médicaments, le verre de whisky que j'avais jamais goûté en plus à l'époque, et je partirais. Et au final, j'ai jamais fait, mais ce soir-là, je suis partie avec des médicaments au cas où. Alors je sais même plus ce que j'avais pris comme médicaments. Et donc je suis partie, j'ai laissé une note à mon grand frère. Alors je suis pas partie bien loin parce que les flics m'ont récupérée, etc. Et donc il y a eu tout un truc où les flics m'ont récupérée et j'ai dormi dans un foyer d'accueil. J'ai été vue par un médecin et tout. Et après ça, donc ils ont appelé mon père, ils lui ont mis une pression pas possible pour lui dire la prochaine fois c'est la prison. Il a fait tout un cinéma en disant qu'il était désolé, machin. Et on m'a demandé si je voulais retourner chez mes parents ou aller en foyer. Et mes frères m'ont dit, tu sais, en foyer, tu sais pas ce qui va se passer. Donc reviens, nous on est là, reviens. Je les ai écoutés, ce que je regrette pas, même s'ils ont pas vraiment été là, mais ils ont été là quand même, mais pas très longtemps parce qu'ils se sont fait virer à leur tour. Donc après ça, j'avais 13-14 et il a plus pu me taper, enfin il a plus osé me taper. Par contre, à partir de là, ça a été de la violence psychologique où j'étais insultée tous les jours. Enfin au départ, ça a été de l'ignorance totale. Et après, ça a été des insultes et tout ça. Et ça, c'est vers la fin où j'habitais chez lui, c'était des engueulades monstrueuses tout le temps, quoi. Quand il me criait dessus, je me souviens très nettement le regarder et lui dire « Mais pourquoi tu m'aimes pas, en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Parce qu'il était infect avec moi. Enfin, vraiment, il me détestait. Il pouvait avoir une diarrhée verbale qui durait des heures. Mais quand je lui demandais « Mais dis-moi ce que je t'ai fait. Dis-moi pourquoi tu m'aimes pas. » Et en fait, il regardait ailleurs, il répondait pas. Au Cameroun, on est protestant, enfin en tout cas du côté de ma famille. Quand j'étais petite, on allait tout le temps à l'église, tous les dimanches, sauf que c'était une messe qui était faite en bassa, donc le dialecte de mes parents qu'on ne comprenait pas. C'était 4 heures vraiment où on était sur le banc de l'église à écouter quelque chose qu'on ne comprenait pas et à nous forcer dans une religion que on comprenait pas. Et surtout, à un moment donné, je me disais mais s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi on vit comme ça en fait? Et la religion a toujours été un truc en question chez moi parce que je comprenais pas pourquoi on disait de croire à un Dieu qu'il est bon, qu'il est là, alors qu'au final on se faisait taper dessus et que ça allait pas, quoi. Très tôt, il y a eu des phénomènes chez moi, mais petite, j'y prêtais pas attention. Je crois que le premier truc qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était les verres. Donc mes parents, c'est des parents à l'ancienne, donc du coup ils avaient un buffet avec plein de vaisselle, plein de verres, et les beaux verres, c'était les verres dans lesquels mon père buvait. Il avait des verres, donc vraiment le cylindre normal, avec un fond, un cul de verre qui était un peu épais. Et pendant un temps, en fait, ma mère retrouvait le verre brisé en deux, vraiment découpé. Il y avait le cylindre d'un côté et le fond du verre de l'autre. Mais coupure nette. C'était trop bizarre, c'était pas un verre qui était tombé par terre, qui s'était brisé en plusieurs morceaux, c'est juste il était coupé. Et un jour, c'est arrivé devant nous, parce que ma mère, donc du coup, elle faisait la vaisselle et tout, et puis elle laissait sécher les verres sur la table. Et quand on était petits et que ma mère était là, du coup, on avait le droit de regarder la télé. Et donc, on était assis autour de la table et tout. Et puis, on entend un sifflement à un moment donné, et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est, machin. Et puis, au bout d'un moment, on se tourne tous vers la table et puis on regarde les verres et on entend ce sifflement et puis tout qui s'arrête. Et là, on prend le verre et pouf, il était séparé. Il y avait le cylindre d'un côté et le fond de l'autre. Et ça a fait ça sur tous les verres de mon père, en fait. Tous les verres dans lesquels il buvait, ça a fait ça. Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment d'explication et on a dû mettre ça sur le chaud-froid. Peut-être la manière de faire la vaisselle ou de laver le verre ou de le laisser sécher. Mais ça a fait ça qu'avec les verres qu'il utilisait lui à ce moment-là. Moi, j'étais petite à ce moment-là. J'étais encore en primaire. Plus tard, vers mes 10 ans, donc ma mère a commencé à travailler et c'est là que j'ai commencé à me retrouver seule.
On a commencé à ouvrir les volets de devant pour pas que je sois dans le noir tout le temps. Et aussi parce qu'il y avait eu une série de cambriolages dans le quartier. Et donc pour dire qu'il y avait de la vie et que la maison n'était pas vide tout le temps. Et en fait, il y avait des bruits de pas. Quand j'étais en bas au salon, je regardais la télé en cachette, sachant que j'étais toute seule, mais c'était toujours un problème de regarder la télé. J'entendais des bruits de pas à l'étage. Et ma mère a toujours dit oh t'inquiète pas, c'est tes grands-parents qui passent parce qu'ils vous ont pas connu, donc ils viennent vous voir. Et même quand j'étais dans ma chambre, les occupations c'était lire un livre ou dessiner. Et souvent ça m'arrivait de me retourner parce que j'avais l'impression que quelqu'un était derrière moi. Et ça m'est déjà arrivé aussi de sentir un doigt se poser sur mon épaule comme pour dire hey, je suis là. Et je me retournais et je comprenais pas, mais je sentais clairement la pointe d'un doigt dans mon dos ou un regard quand t'as des picotis sur la nuque où tu sens qu'il y a quelqu'un. Un dimanche soir, mes frères avaient une télé dans leur chambre et ce soir-là, il y avait Terminator 2 qui passait à la télé. Et moi, j'étais dégoûtée parce que c'était une veille d'école. Et donc mes frères ils m'ont dit non, tu regardes pas la télé, le daron il voudra pas. Donc moi j'étais dans ma chambre et dépitée parce que mes frères et sœurs étaient à côté en train de regarder Terminator 2 et j'étais amoureuse du petit garçon du film. Donc et donc je me couche et tout ça et j'entends comme si on m'appelait. Je me redresse, je regarde vers la porte et à l'époque on dormait la porte ouverte et comme la maison était dans le noir vu que mes frères étaient dans leur chambre et que c'était fermé, ça faisait comme un grand rectangle noir devant mon lit. Et donc je regarde et là je vois une sorte de forme sur le coin de la porte mais comme une tête qui passe comme ça, comme quelqu'un qui se cache mais qui passe la tête un peu. Et donc je plisse les yeux et tout ça, j'appelle mon frère Alain, il répond pas. Donc du coup je fais c'est mon frère qui essaie de me faire peur, je me recouche. Et là, je pourrais pas dire qu'on m'appelle, mais parce que je me souviens pas avoir entendu mon prénom, mais je sens qu'on m'appelle. Donc je me redresse. Et là, la forme, elle est dans l'embrasure de la porte. Je sens que c'est une personne grande qui est là et qui me regarde. Et je sais pas qui c'est. Là, je comprends que c'est pas mon frère et que vraiment c'est pas un truc que j'ai déjà vu. Donc je panique, je me fous sous les couvertures et je ferme les yeux jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, j'en parle à ma mère et elle me dit ah bah oui, c'est ta grand-mère. Et elle me montre des photos et c'était effectivement une grande femme très mince. Et en fait, l'explication m'a suffi. J'ai fait ah oui, OK. Ce qui fait que par la suite, toutes les fois où je me sentais observée, où on me touchait l'épaule ou quoi que ce soit, en fait, c'est resté genre c'est mes grands-parents qui passent là. Sauf une fois, c'était plus tard, je devais être au collège, j'étais toute seule à la maison, je regardais la télé, et là j'entendais pas en haut, tu me diras rien d'étonnant, mais là je sens que ça tourne en rond dans la chambre de mes frères. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que quelqu'un était entré par la fenêtre et qu'il était en train de voler quelque chose. Et je me dis, il faut que j'aille voir, il y a quelqu'un là-haut, c'est sûr. Je prends des couteaux dans la cuisine et je monte pétrifiée dans les escaliers, je suis en stress. Je monte, je me mets derrière la porte et j'ouvre d'un seul coup. Il y avait personne. J'en parle un peu à ma mère qui me dit écoute, si jamais tu sens qu'il y a un truc, tu lui dis de partir. C'est sûrement un de tes grands-parents ou quoi, mais tu lui dis voilà, vous me faites peur, partez. Quelques années plus tard, mon grand frère, à l'époque, il avait les services militaires et il avait fait maître chien durant son service. Et quand il est rentré de son service, il a toujours dit qu'il voulait avoir un chien. Un jour, il a dit, voilà, je vais avoir un chien, c'est un Doberman. Et il l'a appelé Neptune. Et ce chien, forcément, est devenu mon meilleur ami. Mon père en voulait pas, parce que mon père n'aimait pas les animaux et que même, je pense qu'au bled, ça se faisait pas trop d'avoir des animaux de compagnie, en fait. Il autorisait mon frère à avoir son chien uniquement dans sa chambre. Et puis moi, en secret, avec l'accord de mon frère, quand je rentrais le mercredi, je le promenais, je le gardais avec moi, et c'était mon confident et tout. Et quand il était à la maison, des fois, il se mettait à grogner comme ça, sans raison apparente. Et moi, je me disais, comme on était derrière, et ce qui est tout à fait possible, comme on habitait devant une forêt et que souvent il y avait des gens qui passaient derrière, en fait, il grognait à cause de ça, quoi. Et ce chien est mort. C'est moi qui l'ai découvert. Il est mort avant ses 1 an.
En fait, il est mort un 31 mars. Donc du coup, le lendemain, quand j'ai annoncé à l'école que mon chien était mort, personne m'a cru parce que c'était le 1er avril. Et surtout, je m'en suis énormément voulu parce que le mercredi, je rentrais, j'allais le promener, j'avais mis ma mère dans la confidence que voilà, pendant telle heure et telle heure, elle m'appelait pas parce que je faisais un tour dans le quartier avec le chien, etc. Sauf que ce jour-là, des copines m'ont dit allez viens, on va se balader, etc. Et comme j'avais pas beaucoup l'occasion de sortir avec des copines, j'ai accepté. Je suis pas rentrée promener le chien. Donc du coup, quand je suis rentrée, je l'ai trouvé mort et je m'en suis voulu. Et là où j'habitais, c'est un quartier résidentiel et c'est très courant dans les maisons de pavillonnaires d'avoir des chiens un peu partout. Et donc sur le chemin pour aller à l'école ou quoi que ce soit, il y avait toujours des chiens. Donc quand tu passes à côté, tu te fais aboyer dessus. Et c'est pas des petits chiens, c'est pas des petits caniches. Il y avait des terre-neuves, il y avait des boxers, il y avait des staffs, il y avait vraiment de tout comme chiens. Et quand je passais à côté, j'étais pas forcément rassurée, quoi. J'ai mis du temps, après la mort de Neptune, à me rendre compte que quand je passais, je me faisais plus aboyer dessus. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai observé, et les chiens qui d'habitude, ils me gueulaient dessus quand je passais, même en m'éloignant le plus possible du portail, ils étaient assis et ils me regardaient passer, sans rien dire. Une nuit, je me réveille, et tout ça en pleine nuit, et je vois Neptune sur le pas de la porte de ma chambre, assis, et il me regarde, et vraiment je le regarde. Je vois sa forme allongée, c'est un Doberman, donc c'est très distinctif un Doberman, tu vois. Je sais pas trop, je pense que je dis rien ou quoi, mais dans ma tête c'est clair qu'il est venu me dire au revoir. Parce que j'ai pleuré sa mort, et je m'en suis voulu, mais je m'étais dit à refaire l'histoire, à me dire si j'étais venue le promener, peut-être qu'il serait toujours là, etc. Et j'ai senti qui venait me dire au revoir et me dire, grosso modo, c'est pas grave. Et pareil, je vois ça, je sais pas, je comprends le message, je me rendors. Le lendemain, les chiens recommencent à m'aboyer dessus. Et c'est là que j'ai compris que pendant tout ce temps-là, en fait, j'étais pas toute seule. Il y avait le fantôme de Neptune qui marchait avec moi, et c'est pour ça que les chiens n'aboyaient pas dessus. Et là, il est parti, et du coup, les chiens ont repris leurs habitudes et ils m'ont aboyé dessus. Et là, je me dis, ok, c'est réel. Il y a vraiment quelque chose. J'en ai pas parlé à ma mère ce coup-ci, mais c'est arrivé au moment où je commençais à me poser des questions sur la religion, sur les croyances en général. Et donc, c'est vers là que j'ai commencé à être un petit rat de bibliothèque. Donc, j'ai été une de ces adolescentes à lire plein de choses, surtout, et à essayer de comprendre, en fait, ce qu'il pouvait y avoir d'autre en dehors d'un Dieu qui, en tout cas, j'avais l'impression ne m'avait jamais aidée, ne m'avait jamais protégée à ce moment-là. Et j'aimais plus l'idée de l'énergie, de quelque chose de plus grand. Et puis, en fait, la question de la vie après la mort, en fait, je me la suis jamais posée parce que très tôt, j'ai eu des preuves qu'il y avait quelque chose, qu'il pouvait y avoir des présences et qu'il y avait des choses qui pouvaient entrer en contact avec nous. Ça venait confirmer, en fait, des croyances que je pouvais avoir et certaines que j'ai mis en pratique, genre comme, par exemple, la protection. Par exemple, le sel qui protège. Et pour en revenir justement à mon père, un jour, j'ai mis du sel sur le pas de la porte de ma chambre sous la moquette. Et pendant toute une période, quand il venait me prendre la tête, il restait sur le pas de la porte. Il n'entrait pas. Il restait, il me gueulait dessus comme un poisson pourri. Et je me souviens d'une fois où je l'avais regardé comme ça. Et il gueulait. Et je le voyais, il n'entrait pas. Alors que d'habitude, il entrait, il jetait des trucs par terre et tout ça. Ouais, c'est le bordel ici, c'est n'importe quoi, ta. Et en fait, il restait sur le pas de la porte et les seules fois où il parvenait à entrer, on avait des géraniums qui étaient sur le rebord de la fenêtre. Il y avait que lui qui les arrosait. Donc c'était aussi l'occasion pour lui de faire sa petite inspection, etc. et de mettre un petit coup de stress. Et il y avait que pour ça qu'il arrivait à entrer dans la chambre, mais sinon, il pouvait pas entrer. Donc j'ai continué à faire des espèces de rituels où je visualisais d'aspirer les énergies négatives dans une cuillère et j'allais enterrer la cuillère dans le jardin. Et du coup, ça apaisait les tensions. Mais ça durait juste un temps et après, ça repartait, tu vois. Et il y a eu une fois où j'ai pu expérimenter ça à l'extérieur. Vers mes 16-17 ans, donc ma sœur avait repris contact avec la famille. Et un jour, j'ai eu le droit de partir en vacances chez elle. Elle était à Trappes, hein. C'était pas les vacances à la mer ou quoi, mais au moins, ça me faisait sortir. On va chez une amie à elle, et son amie, moi je la connaissais pas. Elle me raconte pas toute sa vie parce que y a pas de raison.
Et puis à un moment donné, je suis toute seule autour de la table du jardin. Je sais plus ce que je fais. Soit je regarde dans le vague ou peut-être que je jouais au Snake sur mon 3310 à l'époque, j'en sais rien. Et là, je vois le verre à côté de moi qui bouge. Il glisse sur la table et il fait une petite rotation. Pas beaucoup, pas longtemps, mais suffisamment pour que je le voie. Donc je rationalise, je me dis il devait y avoir de l'eau ou un truc comme ça. Il n'y en avait pas, mais je rationalise. Et à un moment donné, donc on va dans le salon et cette fille-là avait un chat. Et à l'époque, j'avais déjà commencé à fumer, mais je crois que je crapotais plus que je fumais à cette époque-là. Ma sœur fumait, elle aussi elle fumait. Et à un moment donné, je sais plus pourquoi, elles vont dans la cuisine. Et elle, en fait, elle avait entamé sa cigarette, mais elle l'avait posée sur le cendrier, donc elle était à peine entamée. Moi, j'étais sur le canapé en train de caresser le chat, quoi. Ma sœur et sa copine vont dans la cuisine. Et je caresse le chat, et là, je vois le chat qui se met à bloquer, qui fixe quelque chose qui passe à travers la pièce. Donc moi, je regarde le chat, je fais qu'est-ce qui vient de se passer? Et quand elles reviennent, en fait, toute la cigarette de la fille était devenue de la cendre. En fait, c'était pas resté là assez longtemps. C'est que ça se consume un peu, ok. Mais là, que ça se consume entièrement et que toute la cigarette en dehors du mégot soit que de la cendre. Et donc elle revient, elle fait voilà, il y a mon père qui est là. Et donc là, elle me dit de manière hyper normale que son père est décédé et que de temps en temps il revient la voir et que c'était un gros fumeur, donc il a fumé sa clope. Et donc, du coup, je lui raconte pour le chat. Et il me fait oui, il dit regarder mon père, les chats voient ça. Et je pense que ça résonnait avec ce que m'avait dit ma mère par rapport à mes grands-parents. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal que les personnes décédées reviennent voir leurs enfants et leurs petits-enfants. En fait, je l'avais intégré. C'était quelque chose de normal, genre ah bon, ton père est là, ok. Et hop, on passe à autre chose, quoi. Voilà, c'est devenu un truc normal chez moi et les rares fois où on pouvait échanger des histoires de fantômes entre potes, je leur disais mais voilà, si tu sens un truc qui te met mal à l'aise, tu lui dis de partir et puis voilà quoi. Un jour, mes parents vont au bled et là, il y a un pasteur qui dit à ma mère que mon père est possédé et que c'est pour ça qu'il est mauvais, que c'est pour ça qu'il maltraite ses enfants, il est possédé, il y a quelque chose qui a pris sa place. Si bien que quand mon père rentre du bled, il nous appelle tous un par un pour s'excuser. Mais alors les excuses les plus plates de la terre, mais vraiment on t'a dit qu'il fallait que tu demandes pardon, donc tu fais comme un enfant quand tu lui dis dis pardon, il va dire pardon mais sans y croire. Ma mère plus tard m'a expliqué que on lui avait dit qu'il était possédé par un démon qui ressemble un peu à un lion. Moi, je prends l'information. À ce moment-là, j'étais dans un travail sur moi qui était éloigné de tout ce qui est ésotérique. Et je prends ça comme une excuse, en fait. Parce que pour moi, tout est excuse. Tu sais, quand on dit que les parents violents reproduisent ce qu'ils ont vécu enfant, dans le cas de mon père, c'est pas du tout le cas. C'était le dernier de 13 enfants. Il était choyé comme pas possible. C'était un enfant roi. Et pourtant, il nous a tous battus derrière. Pour moi, c'est toujours été évident. Quand elle m'a dit, il est possédé, il y a un démon qui a pris sa place. Oui. Je vois pas comment ça peut être autrement. Vers 18 ans, j'ai eu un tarot des chats que j'avais trouvé dans ma femme actuelle. Donc voilà, je faisais des tirages pour mes copines sur leur vie sentimentale, tout ça, les trucs comme ça. Et j'essayais de faire en sorte qu'elles me posent le moins de questions possible, mais j'étais encore beaucoup dans la lecture de ce que signifiaient les cartes et j'avais du mal à comprendre ce que je ressentais. Et en fait, ça fait partie des choses qui ont commencé à me faire un peu peur. Parce que je sentais que j'étais sensible, je sentais que je commençais à faire des rêves qui me chahutaient beaucoup. Et comme ma mère était beaucoup sensible et qu'elle voyait les trucs négatifs qui arrivaient, j'ai décidé de me détacher de ça. Et pendant un temps, je m'y suis plus intéressée. Je me suis mise dans les études et le but, en fait, c'était de partir de chez moi. J'ai commencé à travailler sur moi aussi pour me reconstruire par rapport à l'enfance que j'ai eue. Où là, il y avait du travail. Donc vraiment, plutôt que d'être dans le spirituel, j'étais vraiment dans le matériel, quoi. J'étais dans le dur pour... je dis souvent que j'ai été livrée en kit, c'est-à-dire que j'ai jamais été construite, j'ai jamais eu, grosso modo, l'évolution normale où t'apprends à vivre en communauté avec les gens, etc. Moi, il y a encore aujourd'hui plein de bases sur les relations humaines que j'ai pas.
Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être avec des gens qui sont francs. Parce que par exemple, je sais pas lire entre les lignes. Si tu ne dis pas les choses frontalement, je les comprendrai pas. Sauf qu'on est dans une époque où les gens aiment pas dire les choses frontalement parce qu'ils ont peur que tu te vexes, gna 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 gna. Donc ce qui fait que j'ai perdu énormément d'amis comme ça avec le temps. Et ça m'arrive d'être hyper maladroite. Avant, j'étais quelqu'un de vraiment, j'étais une boule de colère, quoi, une boule d'agressivité. Les gens osaient pas m'approcher. Enfin, je dégageais un truc qui disait barre-toi. Et donc j'ai fait un travail dans le dur qui a duré pendant 10 ans, que je continue encore aujourd'hui, mais j'ai réussi à déverrouiller pas mal de choses, à changer de métier, à m'apprécier moi aussi, parce que au final je me connaissais pas du tout. Je savais pas qui j'étais, et à comprendre aussi comment fonctionner avec les autres, et à trouver un peu ma place parmi les gens. Depuis la fin de mes études, j'ai fait beaucoup de CDD, d'intérim, de CDI, toujours à être dans l'attente de trouver un nouveau job, de ceci, de cela. Et j'ai fait une reconversion professionnelle entre-temps, mais je me suis jamais posée pour souffler, pour dire ok, bon j'ai fait tout ça, est-ce que ça me convient, est-ce que si, est-ce que ça. Et là, je sentais que j'avais besoin de m'arrêter. Et arrivé fin 2017, je suis allée voir ma psy et je commençais un peu à vaciller aussi, à sentir que ça allait pas. Et ça faisait un moment qu'elle me disait, il faut que tu te poses la question des antidépresseurs. Et à ce moment-là, je lui dis, je sens que je vais en avoir besoin en fait. Donc du coup, je commence à prendre des antidépresseurs. On arrive en janvier 2018. J'avais pris une petite habitude, toujours dans mon petit tirage de cartes, de me faire un tirage pour l'année. Donc début 2018, tac, je fais mon tirage pour l'année. Amour, travail, santé, argent. Arrivé au niveau de la santé, je sens une énorme panique. Je deviens persuadée que je vais avoir un accident, que je vais perdre mes jambes, je vais avoir un accident de voiture, quelque chose de très soudain, où je perds mes jambes, je perds un membre. Je prends mes notes, je mets ça de côté, je me dis on verra plus tard. Les mois passent et un jour, je reçois l'appel le plus horrible de ma vie. Mon grand frère décède. Il faisait de l'hypertension. Il était chauffeur-livreur, donc il avait l'habitude de soulever des grosses charges. Mon frère, c'était un mec costaud, quoi. C'était un ours avec des gros bras et tout. Et dans la fratrie, c'était mon allié. Mon autre frère et ma sœur, ils étaient comme ça ensemble. Et moi, c'était mon allié, en fait. Même si on n'a jamais été une famille hyper proche. Enfin, chacun, dès qu'il a pu, est parti de ses voguer dans son chemin. Et malheureusement, sa mort nous a un peu tous rapprochés, mais chacun vivait sa vie de son côté, on se tenait vite fait au courant, mais voilà, avec mon frère, on était restés pas mal en contact, et puis je voyais ma mère, et quand je voyais ma mère pour qu'on aille au cinéma ou quoi, des fois il venait, et on se voyait, on discutait et tout. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Ouais, le médecin m'a mis en arrêt obligatoire forcé parce que ma tension est trop haute. » Et je lui dis bah là, faut vraiment que tu te soignes, quoi. Il me fait « Ouais, mais je vais m'ennuyer, j'ai rien à faire et tout. » Et en fait, il prenait pas ses médicaments. On n'a pas fait d'autopsie parce que, enfin déjà le choc. Tu vois, il avait 43 ans. Il est mort un jour férié, ce qui fait que le médecin légiste a mis des plombes à venir parce que jour férié. Bref, ça a été une journée atroce et il a fait les examens et tout. Il a regardé ses médicaments. Il a dit je pense que son cœur a lâché. Et si vous voulez, vous pouvez faire une autopsie. Donc là, tu viens d'apprendre ça, t'imagines ton frère se faire découper, tout ça, on a tous fait, non. Et après coup, je me dis, en fait, l'univers, il me préparait à ça. Il m'a dit, là, tu vas avoir besoin de force, tu vas avoir besoin de temps pour toi, parce qu'il y a un truc qui arrive et c'est pas joli. Et honnêtement, je sais pas combien de temps après ça s'est passé, mais une nuit, j'ai fait un rêve où là, je le vois qui descend des escaliers et vraiment, c'est l'image comme tu peux l'avoir dans des cartes religieuses ou quoi. Et en fait, c'était mon frère, mais c'était comme s'il avait été débarrassé de toute sa charge humaine. Mais c'était lui, souriant, dans la lumière, en train de descendre des escaliers que moi, dans mon rêve, j'ai interprété comme les escaliers chez mes parents, et qui me dit au revoir. La mort de mon frère a activé chez ma mère le besoin de se remettre encore plus dans la religion et d'essayer de sauver la famille. Parce que pour elle, elle était persuadée que quelqu'un avait jeté un sort sur la famille et que c'est pour ça que ça avait pris mon frère et qu'il fallait le sauver parce qu'il était en enfer. Et donc, elle a commencé à être en contact avec des pasteurs pour le sauver.
Moi, je continue toujours à regarder à droite, à gauche pour vérifier que j'allais pas me faire renverser par une voiture. Et c'est seulement à la fin de l'année 2018 où je relis mes notes, je me rappelle du sentiment que j'avais et je me suis dit, bah oui, j'ai perdu un membre. Et en fait, c'est un membre de ma famille. Mon frère est mort le 10 mai 2018. Mon père est décédé le 7 mai 2021. C'est après sa mort que j'ai découvert qu'il avait fait plein de mini AVC et qu'il avait toute une série en fait de comorbidités et que quand il est arrivé à l'hôpital avec le Covid, ils ont dit là, je pense que c'est fini, il y a plus grand-chose. Quand on était petit, mes parents avaient tout mis en place pour rapatrier le corps au bled. Donc il a fallu chercher pas mal de papiers pour faire jouer tout ça. Et il fait partie de ces gens qui n'ont pas de date de naissance, donc sur sa carte d'identité, c'est marqué 1er janvier. Potentiellement, il avait pris les papiers d'un de ses petits frères pour arriver en France. Et à ce moment-là, il est devenu un peu évident que mon père, qui était officiellement né en 41, devait potentiellement avoir facilement 10 ans de plus. Il était tellement vieux que ça correspondait pas à un bonhomme de 80 ans. C'est horrible à dire, mais sa mort, c'est quelque chose qu'on a attendu très longtemps. Quand j'étais petite avec ma sœur, on faisait semblant, on s'imaginait assister à son enterrement et à faire semblant d'être triste. Ce qui a été dur, c'est de faire un deuil définitif sur le père que j'aurais pu avoir. Parce que même si, je le voyais plus, je lui parlais plus. Enfin, après, quand mon frère est décédé, du coup, je repassais plus souvent à la maison, donc ce qui fait que je le voyais un peu plus souvent. Je voyais qu'au niveau santé, il s'était détérioré, il marchait quasiment plus, il se levait plus, il faisait sur lui, il avait des infirmiers qui venaient lui faire des piqûres, mais il gardait quand même son côté méchant. Il avait quand même la vivacité, des fois, de faire des réflexions hyper méchantes avec ma mère. Et je sais que, par exemple, ma sœur, ça l'avait beaucoup choquée. Elle me disait, mais même vieux comme ça, même malade comme ça, il arrive à être méchant. Et je lui dis, mais c'est en lui, c'est le démon qu'il a en lui, en fait. Il lâche pas l'affaire. Il continue d'être méchant. Mais du coup, le fait qu'il soit en vie, il y avait toujours un monde parallèle possible où il aurait pu être le meilleur père de la Terre. Et quand il est mort, ça, c'est parti avec. Et j'ai plus fait le deuil de ça que le deuil de lui, parce que lui, ça faisait longtemps que j'attendais plus rien de lui, quoi. En fait, la mort de mon père, c'était une bénédiction, quoi. Mon meilleur ami a vécu chez ses parents jusque très tard, et c'est après la mort de sa mère qu'il a pris son envol et qu'il est parti s'installer tout seul dans un studio. Et un jour, il me dit, ça faisait un moment qu'il me disait ça, il me dit, j'ai les lampes chez moi qui arrêtent pas de clignoter. Je sais pas pourquoi. Une fois, je vais chez lui, il me montre la lampe, je lui dis, tiens, si tu les veux pas, moi je les prends chez moi et puis je te dirai si ça déconne. Je les mets chez moi, il y a aucun souci, les lampes clignotent pas, on passe à autre chose. Et puis un jour, donc en 2021, donc 3 ans après que sa mère soit morte, peu de temps après que mon père soit décédé, on va au cinéma aussi pour aller voir un film d'horreur d'ailleurs. Et juste avant, il me raconte, il me dit qu'il a une amie, son mari, en fait, est médium. Un jour, donc mon pote était chez eux et son ami vient le voir et lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, ça va te sembler bizarre, mais il faut que je te le dise. Ta mère est là, elle me parle. T'as jamais eu des problèmes avec des ampoules chez toi ? C'est ça, c'est ta mère, elle essayait de te contacter à travers la lumière. Et en fait, tout ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va bien. Et pour preuve, entre guillemets, je sais que mon meilleur ami était parti voir sa mère à l'hôpital. Et il lui a dit quelque chose pour qu'elle parte. Dans le sens, si tu t'inquiètes pour moi, pas de souci, vas-y, t'inquiète pas pour moi, tu peux y aller. Et dans la nuit, elle est partie. Et moi, il m'avait dit exactement ce qu'il lui avait dit avant qu'elle meure. Et le gars qui n'était pas au courant lui répète cette phrase-là. Donc du coup, on est convaincus que c'est absolument vrai ce qu'il raconte, quoi. Et puis le coup de la lampe, c'était waouh. Et moi, ça me trotte dans la tête. Et puis un jour, je dis, j'envoie un message à mon pote, je fais, mais est-ce que c'est possible que je contacte Ricardo, donc le nom du médium, parce que ça m'intéresse de savoir comment il a fait pour ouvrir la porte, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, etc., quoi. Et j'étais au travail. Il me dit, écoute, il m'a répondu, mais panique pas. Je suis OK. Il m'envoie un screenshot dans la conversation. Julien qui fait « Ma pote Sarah, elle voudrait entrer en contact avec toi. » Ricardo répond « Ouais, pas de souci. » Et puis après, il renvoie un message. Il fait « C'est qui Jean-Paul ?» Et Jean-Paul, c'est mon frère qui est décédé. Et là, une partie rationnelle essaie de se raccrocher, tu vois. Je l'ai ajouté sur Facebook, donc peut-être qu'il a vu ce que j'ai mis par rapport à mon frère, la page en hommage à mon frère et tout ça qui a été faite. Donc voilà, ça se trouve, il a fait le lien avec ça.
Et donc, je décide de prendre un rendez-vous avec lui. Et là, il me dit, la coïncidence des dates entre la mort de ton frère et la mort de ton père, c'est un hasard. Et ça, la mort de mon père, sur les réseaux, j'en avais pas parlé. Et le fait qu'il sache que les dates étaient proches et que ça nous était resté, tu vois, le 10 mai, le 7 mai, c'est bizarre. Et donc, il m'explique qu'en fait, mon père et mon frère sont ensemble. Et je lui dis, c'est pas possible, ils peuvent pas être au même endroit, c'est pas possible. Et donc, il m'explique un peu sa vision des choses, que quand on meurt, on se dépatouille en fait de tout ce qui est humain, aussi bien la colère que la méchanceté, les mauvais actes qu'on a faits, on redevient tous une énergie, une âme, qui rejoint le cercle des âmes. Et après, en fonction de ce qu'on a travaillé dans cette vie, on passe à l'étape supérieure pour se réincarner dans une vie meilleure, où on se réincarne dans une vie où on a encore des choses à travailler, etc. Ton frère, lui, il est prêt à passer à l'étape supérieure. Je sais qu'il s'est réconcilié avec ton père. Il lui a pardonné. Mais il me dit, pour ton père, ça a l'air compliqué quand même. Moi, je me braque, je me dis, bah, ok, tant mieux pour lui que ce soit compliqué. Enfin, et donc, lui, il comprend pas, je lui raconte pas d'histoire. Il me dit, ouais, il me parle de pardon, etc. Et en fait, dans la façon dont il me parle, je retrouve la façon de parler de mon père quand il m'avait fait ses excuses bidons. Je sens qu'il reprend ces mêmes mots, ces mêmes expressions, et je coupe court, je lui dis, écoute, t'as pas l'histoire, je veux pas en parler, etc., mais j'ai pas envie d'être en contact avec lui. Il me fait, ok, bon, pense quand même à ce que je t'ai dit. Je fais, ouais, pas de souci, je te remercie beaucoup pour tout ça, mais que mon frère aille bien, pour moi, de toute façon, c'était certain. Et pareil, je retourne dans mes habitudes de travail, de pas penser, etc. Et fin 2023, gros passage à vide. J'ai un énorme épisode dépressif. Je suis dans mon lit et je pleure. Tout s'arrête, tout se stoppe et je passe environ 6 mois comme ça. Vraiment, j'avais envie de rien. On arrive en 2024, j'arrive à sortir de mon épisode et puis tout ce qui est un peu spirituel recommence à me titiller. Et ça commence par regarder des reportages, à écouter ton podcast, vraiment. Et puis je sens que, je sais pas, j'ai envie d'ouvrir un truc, d'être plus ouverte. Je commence à acheter des pierres de protection. Je recommence à tirer les cartes. J'achète un autre oracle. Je m'intéresse à une médium qui s'appelle Anne Tufigo, qui est assez connue là-dedans, qui parle avec les morts. Et j'aime beaucoup son histoire et tout. Et je me souviens qu'on m'avait parlé d'une voyante 1 ou 2 ans auparavant et j'avais gardé son contact dans un coin en me disant un jour peut-être que je la contacterai ou pas. Et là je me décide à la contacter et je fais une séance avec elle et ce que j'aimais bien c'est que elle m'avait juste demandé ma date de naissance et mon prénom, là où d'autres voyants des fois ils me demandaient de remplir toute une fiche, de raconter ma vie, mon œuvre, et alors qu'elle m'a juste demandé ça et puis elle a débité quoi. C'était en visio, elle me tirait les cartes et puis je sentais, elle me disait avec votre père c'est compliqué. Et je sentais qu'elle voulait pas trop dire les choses et au bout d'un moment je lui dis non mais allez-y, enfin vraiment je peux tout entendre. Et donc elle me dit ouais je vois de la violence et tout ça mais j'ai l'impression qu'il est toujours là et elle pensait qu'il était toujours en vie. Donc du coup je lui dis non, en fait il est décédé. Mais elle me dit mais il y a un truc sur vous, sur votre famille et c'est lié à votre père et vraiment c'est toujours là quoi, c'est toujours omniprésent. Elle me dit je pense qu'il faudrait vous faire un nettoyage énergétique et si vous me dites qu'il est mort, dans ce cas-là, il faut le faire monter parce que là il est toujours là quoi. Et je lui dis ok, je vais un peu réfléchir parce que je me dis ça se trouve elle fait juste ça pour me vendre des trucs supplémentaires. En parallèle, je commence à avoir beaucoup de discussions avec ma mère parce qu'elle veut absolument me pousser à appeler un pasteur au bled, à faire des rituels avec lui. Et moi, en fait, j'ai compris que la religion organisée, j'aime pas ça. Pour moi, ça reste l'univers, Dieu, des anges protecteurs, mais je veux pas déterminer une religion précisément et je ressens pas le besoin d'aller sur un lieu de culte précis. Et c'est pareil pour la tombe de mon frère, j'y vais plus parce que je sais qu'il est pas là. Et donc, j'ai beaucoup de discussions avec ma mère sur nos croyances. Et puis, j'ai ma première vraiment discussion d'adulte où je lui explique ma façon de voir les choses pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête de croire que je rejette tout en bloc. Je lui parle pas de voyance et tout ça parce que pour elle, c'est assimilé à la sorcellerie, de la magie noire. Et donc, elle m'explique qu'effectivement, elle continue de travailler avec un pasteur et qu'en fait, mon père n'était pas possédé, mais qu'en fait, il était lui-même sorcier. Et que son hôtel était dans le garage. Le garage, c'est un endroit qui était interdit pour nous. On n'avait pas le droit d'y aller. J'y suis jamais allée. J'ai jamais vu ce qu'il y avait au-dessus, etc. Mais apparemment, c'était là qu'il faisait tous ces trucs.
Ma mère a jamais voulu rentrer dans le détail. Pendant des années, on a cru que c'était une de ses sœurs, un de ses trucs machin, mais en fait, c'était lui qui avait jeté des sœurs, qui avait pris, grosso modo, notre vie, à nous, ses enfants, pour améliorer la sienne. Alors, l'améliorer comment ? Je ne sais pas, parce qu'il a pas non plus une vie fantastique, et encore moins une fin fantastique. Mais en tout cas, c'est le deal qu'il avait fait avec ses propres croyances. Et donc pour ma mère, ça explique pourquoi, par exemple, moi je suis pas casée sans enfant, pourquoi ma sœur n'est pas mariée, pourquoi mon frère n'est pas marié. D'ailleurs, chez ma mère, depuis que mon père était décédé, chez elle c'était très froid. Elle avait beau mettre le chauffage et tout ça, même mon frère quand il dormait là, il avait froid. Et moi quand j'y étais, je me disais attends, elle habite pas si loin que chez moi, donc en termes de température, peut-être qu'on perd 1 ou 2 degrés du 78 au 95. Mais de là à ce qu'il fasse froid, c'était toujours avec des pulls et tout ça. En été, t'es gelé alors qu'il y avait genre une canicule dehors quoi. J'arrivais plus à dormir là-bas parce que j'avais trop de mauvais souvenirs. En fait, toutes les pièces, ça me rappelait des mauvais souvenirs parce que c'était compliqué de se laver, c'était compliqué d'être dans ma chambre, c'était compliqué d'être au salon. Tout était difficile et je détestais y aller. Et quand je repartais, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au dos. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi et de fondre en larmes parce que ça allait pas. Et en fait, je pense que je repartais avec des énergies qui étaient sur moi, quoi. Un soir, j'étais chez moi. Et là, je sens une odeur de vin rouge à côté de moi qui me frappe de plein fouet et une présence à côté de moi. Et vraiment, je me suis levée, j'ai fait « tu t'en vas tout de suite, je veux pas de toi chez moi. C'est mort, je veux pas que tu sois là, tu t'en vas. » Parce que j'ai su tout de suite que c'était lui. L'odeur de vin rouge, tout ça, c'était tellement caractéristique que j'ai fait « là, c'est mort, tu dégages, quoi. » Je vais chez ma mère, je vais la voir, donc un jour de ces jours où il faisait froid comme ça, on était chez elle. Et je lui dis « t'es pas arrivé un truc vendredi ?» Et donc à chaque fois je lui dis ça, elle me regarde, elle me fait pourquoi ? Je suis non, toi d'abord. Bon, finalement elle y va et elle me dit qu'elle a fait un rêve où elle a vu mon père et il était maigre et il était dans un vêtement d'esclave. Et en fait dans sa croyance, c'est que c'est la tenue d'esclave un peu attachée aux enfers quoi, et qui lui demandait de l'aide, qui était là aide-moi, tu vois. Et je lui dis écoute, juste avant, il est passé chez moi. Et elle m'explique que elle a eu des problèmes à convaincre le pasteur de l'aider à le faire monter parce que en fait, il estimait que vu qu'il avait fait du mal dans sa vie, c'est normal qu'il soit en enfer. Donc au départ, le pasteur, il voulait pas l'aider. Et donc ma mère a dû insister pour qu'il le fasse parce que elle disait ça continue d'agir sur la vie de mes enfants. Ma sœur a perdu son travail, elle a perdu son appart. Ma mère, elle voulait absolument nous sauver nous, donc elle disait il faut qu'on le fasse évoluer. Après, il aura la suite qu'il veut, mais en tout cas son emprise, faut qu'on puisse l'arrêter quoi. En fait, je pense qu'elle s'était dit tant qu'il était en souffrance, son espèce d'emprise maléfique elle continuait d'exister. Donc du coup, je décide de recontacter la voyante et de faire le nettoyage et soins énergétiques. Et je lui explique par contre que j'ai pas la date de naissance exacte de mon père, mais voilà, je peux lui envoyer une photo, tout ce qu'elle demande pour faire le travail. Et elle me dit ça se fait à distance, on n'a pas besoin d'être en ligne, etc. Je vous ferai un compte rendu après. Donc elle le fait. Elle me fait un compte rendu, elle me dit voilà qu'au niveau énergie, j'étais vraiment très très bas et que du coup, il était vraiment accroché un peu partout, y compris chez ma mère et tout, mais que du coup, elle avait réussi à le faire partir, mais voilà, faudra pas hésiter à ce que je lui dise s'il y a autre chose qui se passe, mais que maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux, être plus léger, machin. Et pendant un temps, effectivement, je me sens un peu mieux, je me sens un peu plus guillerette. Et puis, ça dure peut-être 2-3 semaines. Et après, je commence à faire des cauchemars où vraiment, je vois des membres de ma famille, sauf mon frère qui est décédé. Mais tous les autres sont là, y compris des amis à moi. Et il y a toujours une sorte de problème et mon père qui arrive et je me retrouve dans une situation bloquée qui m'énerve, qui m'angoisse. Et lui, il est là, il vient m'emmerder, quoi. Il y a vraiment un truc où il est là et je me réveille, je suis énervée, quoi. Et donc j'en parle à la voyante, je lui dis il se passe un truc, je fais des rêves en ce moment où il est tout le temps là, ça va pas. Elle me dit ok, je vais regarder. Et elle revient vers moi, elle me dit effectivement, il était toujours accroché. Mais là, c'est bon, je l'ai fait partir. Là, normalement, c'est bon, je l'ai fait partir. Je fais OK. Je me dis, bon, j'en parlerai plus tard à ma mère. Et puis, à un moment donné, vers septembre-octobre,
je refais un rêve et je le vois, je suis dans la cuisine avec ma mère. Il y a une autre femme qui est là aussi, mais je sais pas qui c'est. Et en fait, ma mère est occupée dans la cuisine et mon père la suit. Il la suit et il lui parle. Et ma mère, elle s'affaire dans la cuisine et elle l'ignore. Je vois qu'elle l'ignore et tout ça. Mais lui, il continue de la suivre, il lui parle. Et moi, j'observe la scène et lentement, ça commence à monter, quoi. Je commence à me dire, toi, tu commences à m'énerver. Et puis là, je vais agir, quoi. Ma mère sort de la maison, elle va vers le garage. Et là, je me dis, ok, c'est mort, j'y vais. Je prends un bâton ou un balai, je sais plus ce que je prends. Elle va dans le garage, mon père la suit dans le garage et au moment où je veux entrer, il se tourne vers moi et il ferme la porte. Et moi, j'étais prête à le taper. J'étais en train de prendre mon élan pour le taper, quoi. Et parce que je sais que le garage, c'est là où il faisait ses trucs. Donc, je me dis, il est en train d'enfermer ma mère là, quoi. Je me réveille d'un seul coup, donc en tension, énervée et tout. J'ouvre les yeux et là, je vois une forme devant moi. Je vois une tête de lion qui grogne comme ça, qui me regarde. Et je le regarde et je suis un peu paralysée. Et là, il se jette vers moi. Et je me retourne dans mon lit et je fais une petite prière et tout ça. Je dis, les anges, l'univers, protégez-moi. Et surtout, protégez ma mère. Parce que je sens que l'attaque, elle est contre elle, en fait. Et comme je suis intervenue dans le rêve, il est venu m'attaquer moi. Et je me répète ça jusqu'à ce que je me réendorme. Je me réveille, je note tout ce que j'ai et je me dis, il faut absolument que j'en parle à ma mère. Donc je l'appelle, j'essaie de l'appeler pas trop tôt pour pas la paniquer. Je lui dis comment tu vas, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu m'appelles comme ça? Je lui raconte le rêve. Elle me dit en fait moi je t'ai pas dit de mon côté, mais je me suis fait agresser plusieurs fois. Elle m'a dit je suis tombée dans la rue, on m'a poussée dans la rue. J'ai senti vraiment une main me pousser. Le pasteur s'est fait attaquer. On n'a rien lâché, mais ça y est, on a fait les dernières prières avec le pasteur hier et ça y est, il est parti. Il est parti. Quand tout ça s'est terminé, quand je vais chez ma mère, température ambiante normale, j'ai été encore ce week-end et il y a plus cette espèce de poids, il y a plus cette espèce de truc qui pèse un peu dans la baraque, qui fait que c'est froid. Et je sens que depuis, grâce au travail que j'ai fait, je suis convaincue que du coup, il y a quelque chose qui a fait une sorte de nettoyage et qui me prépare à quelque chose de mieux. Et si tu veux, en février, j'avais une entrevue au travail et j'appréhendais beaucoup. Donc du coup, comme j'ai entamé une sorte de coaching avec une thérapeute, voilà. Et donc je fais un travail de respiration et je demande à l'univers et à mes anges qui me protègent, voilà, de me protéger, de m'aider, de faire en sorte que les choses aillent bien. Et donc je suis comme ça, les yeux fermés et je respire, j'essaie de me connecter, tu vois, genre de m'ouvrir et tout. Et là, je vois mon frère qui débarque. Je le vois vraiment, il y a un truc qui s'illumine et je le vois avec son visage d'ange en fait, donc pas le visage qu'il avait de son vivant, mais celui qu'il a maintenant que tout est nettoyé. Et il vient, il se met à côté de moi et il me prend dans ses bras. Et quand je te dis qu'il me prend dans ses bras, c'est que je sens mes épaules, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, qui se resserrent comme ça. Je sens son étreinte. Et je suis restée dedans. J'étais tellement contente. C'était incroyable. Et après, il s'est levé, il est parti et il m'a dit son au revoir. En fait, il partait, à chaque fois, il faisait ciao, comme ça. Et donc, il me fait ça. Et donc, je termine mon truc de respiration matin. Je reviens, je m'effondre en larmes. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est incroyable, vraiment, je l'ai senti et tout. J'appelle ma mère. Je lui dis voilà ce qui vient de se passer et ma mère direct sceptique. Elle me dit t'es sûre que c'est lui? T'es sûre que c'est pas un truc qui se faisait passer pour lui, tout ça? Et là je lui dis écoute maman, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le truc maléfique de se faire passer pour mon frère pour venir me faire des câlins? Je lui dis au bout d'un moment faut être ouvert. T'es capable de voir des choses négatives, t'es capable de prévoir quand quelqu'un va mourir, de voir des trucs négatifs et tout ça. Mais en fait ça va dans les deux sens. Si tu vois le négatif, il faut aussi que tu acceptes que quand il y a des choses bien qui veulent te faire du bien, bah c'est vrai, ça marche dans les deux sens. Donc on discute, je la sens un peu encore sceptique et tout ça, c'était un mardi. Je vais faire mon entretien, en fait tout se passe bien, il y a pas de conflit, il y a rien et en fait j'y vais en me disant waouh, mais en fait je suis vraiment protégée, il y a vraiment quelque chose qui est là et ça va aller quoi. Et le lendemain, ma mère m'appelle et elle va le mercredi dans son étude biblique. Elle m'envoie un message, elle me dit écoute, le pasteur, il a parlé de l'histoire de Joseph
Et grosso modo, elle m'explique que c'était un non-croyant ou quelqu'un qui était très défaitiste parce que il lui arrivait que des choses mauvaises et que du coup il est désespéré. Et j'avais dit à ma mère, en fait, elle a tellement été attaquée que tu vois plus le positif. Et donc elle me parle de lui et apparemment le pasteur lui a dit que finalement il avait eu la preuve par rapport à son frère que des choses bien pouvaient sortir du négatif et qu'il fallait être ouvert à toutes les possibilités, aussi bonnes que mauvaises. Et elle me dit, le pasteur a redit exactement ce que tu m'avais dit hier. Et là, elle est partie dans son délire, genre, ah, t'es évangéliste, t'as prêché la parole de Dieu, machin. Et je lui dis, mais non, mais en fait, c'est juste logique. C'est que si tu vois le négatif, ça veut dire que tu peux aussi voir le positif et il faut se focus là-dessus. Et accepter de croire qu'il y a effectivement quelque chose qui te veut du bien de l'autre côté. Et on peut choisir, en fait c'est une question de choix, c'est soit tu crois que c'est des coïncidences, ou soit tu te dis en fait c'est un signe. En fait il y avait une fin de l'histoire et le truc c'était de faire partir mon père et de le nettoyer complètement. Et même avec le coaching, j'ai réussi à comprendre comment je m'étais mal construite pour pouvoir ensuite mettre tout ça de côté. Donc là je suis un peu plus optimiste en me disant bon, je sais que l'univers est de mon côté et qu'il y a des choses qui me protègent de l'autre côté. J'ai eu les preuves. J'ai vu mon frère. Enfin, je l'ai pas halluciné. Tout le tableau tournait autour de mon père. Quand j'étais petite, effectivement, c'était des gens mes grands-parents qui venaient me protéger ou même d'autres choses qui venaient me protéger, de me dire de tenir. Je pense qu'effectivement, tout est lié et que, quelque part, le fait de raconter cette histoire en entier, d'avoir tout le contexte aussi, ça permet de clôturer les choses, de dire ok, donc voilà ce qui m'est arrivé et maintenant c'est terminé. Et maintenant il n'y a plus que moi, mon être, ceux qui me protègent et la famille que j'aime, quoi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de Noumou. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.